Bonjour les amis, en ce moment c'est le printemps. Évidemment, les oiseaux reviennent pour chanter sous nos balcons, mais les arbres ne sont pas en reste puisque eux aussi sortent de la dormance hivernale pour nous faire des belles feuilles. Et c'est vrai que la feuille est un organe particulier, primordial pour toutes les plantes, car c'est le siège de ce que l'on appelle la photosynthèse. Et la feuille est un organe qui est de toute façon essentiel pour l'ensemble des plantes chlorophylliennes, celles qui produisent de la chlorophylle et évidemment vont réussir à synthétiser grâce à la lumière du soleil les fameux éléments minéraux en éléments organiques. C'est la fameuse équation de la photosynthèse. 6 CO2 qui n'est autre que le dioxyde de carbone plus 6 H2O qui n'est autre que l'eau vont donner, grâce notamment à l'effet de la lumière, un glucide, le C6H12O6 et de l'oxygène qui vont directement être libérés par ces mêmes feuilles qui seront en pleine activité photosynthétique. La photosynthèse est un sujet passionnant, mais aujourd'hui nous allons beaucoup plus nous attaquer à la morphologie et comprendre si en effet les feuilles qui sont le siège de cette fameuse photosynthèse sont en effet indispensables pour les végétaux et si celle-ci ne peut pas être directement remplacée par autre chose. Et dans l'imaginaire commun, une plante ne peut évidemment pas survivre sans feuilles. Nous allons directement voir dans cette vidéo si, le cas échéant, ces différentes feuilles sont aussi indispensables aux plantes et si certaines n'ont pas réussi à trouver des ruses afin tout simplement de pouvoir survivre et produire de la photosynthèse, mais autre part que dans les feuilles. Il était temps de retirer mon pull et de se mettre un peu plus à l'aise. Des plantes sans feuilles, c'est vrai que ça peut être assez étrange et à première vue totalement incongru. Et pourtant, nous en côtoyons tous les jours, comme par exemple les différents cactus qui poussent dans les milieux désertiques et dont les feuilles ont totalement disparu. Si l'on regarde de plus près au niveau des cactus, nous pouvons nous rendre compte que ces différentes plantes ne sont évidemment que des énormes grosses tiges que nous employons et que nous achetons dans les jardineries. Ces derniers poussent dans des milieux désertiques très particuliers où en effet les feuilles ne sont que des inconvénients. Comme vous avez pu le voir, la feuille généralement est utilisée pour la photosynthèse et on va directement avoir des échanges gazeux entre cet organe et l'extérieur. Mais il y a aussi la transpiration et c'est de cette transpiration que le cactus n'a évidemment pas besoin. Nous sommes dans un milieu désertique, donc le premier objectif de ces différentes plantes est de garder un maximum possible l'ensemble de l'eau pour ne pas en perdre. Une feuille n'est autre qu'un luxe que le cactus ne peut pas se permettre. Une feuille pour un cactus dans un désert, c'est le suicide assuré, car ce dernier va perdre son eau par cette surface qui va ainsi s'évaporer et le faire sécher très rapidement. Il a donc trouvé la solution. Il va transformer ses feuilles en épines. C'est ce que l'on appelle les glochides et on les retrouve très souvent sur les cactus. Ce sont ces toutes petites épines qui poussent à même la tige de ces différentes plantes et ces différentes petites aiguilles vont aussi avoir un bienfait absolument merveilleux sur l'ensemble des cactus car en effet ils vont réussir grâce à ces aiguilles d'une part à se défendre contre les différents herbivores, mais elles vont aussi récolter la rosée du matin pour permettre aux cactus d'avoir un petit peu plus d'eau, notamment en les faisant ruisseler jusqu'aux pieds. Le cactus a donc tout compris. Il a donc changé une feuille qui est un organe très difficile à garder parce qu'elle évapore énormément d'eau en une aiguille qui elle va rapporter de la rosée du matin et lui permettre d'augmenter encore l'eau qu'il pourrait capter à travers son milieu. Et donc très souvent on va se rendre compte que les feuilles, même si elles sont toutes petites, peuvent être un désavantage terrible dans les milieux secs où la capture et surtout la rétention de l'eau pour les organismes est vitale. Prenons le cas directement du bush australien. Le bush australien a notamment des plantes qui vont là aussi essayer d'avoir le moins de feuilles possible pour permettre tout simplement de survivre. Et quelquefois nous avons aussi des aides, notamment au niveau des noms scientifiques. Lorsque vous trouvez différentes plantes ayant un nom comme Aphylla ou Aphyllum, il est certain que là vous avez déjà une aide au niveau de la dénomination puisque Aphyllum veut tout simplement dire A
sans et phylum, feuilles. Ce sont donc des plantes sans feuilles. Et je vous parlais du bush australien, on en retrouve quelques-unes, notamment Acacia aphylla, qui, comme vous pouvez le voir sur cette photo, n'a absolument aucune feuille. Tout comme le Merriana aphyllum, qui là aussi pousse dans le bush australien et qui n'aura évidemment aucune feuille pour éviter la transpiration excessive de la plante et ainsi sa mort. Mais c'est aussi au détour de différentes visites que l'on va se rendre compte que le monde des plantes sans feuilles est assez diversifié. Et l'on peut rencontrer notamment dans les serres directement du jardin botanique de Lyon, le Forbia aphylla, qui est directement originaire des îles Canaries, qui va pousser entre 2 à 3 mètres de hauteur, que l'on retrouve notamment près du littoral, et qui va aussi avoir cette espèce de forme assez spectaculaire, très graphique, tout simplement parce qu'il n'existe aucune feuille sur cette plante. Et ce sont évidemment les tiges qui vont assurer, là encore, la photosynthèse. Les euphorbes sont un peu les reines au niveau de ces différentes transformations de feuilles en épines et le font très souvent, notamment quand elles sont dans des conditions très rudes où l'accès à l'eau est très difficile. Mais vous me direz, comment est-ce qu'un organisme qui n'a plus aucune feuille peut faire de la photosynthèse sans pour autant avoir directement une évaporation excessive? Et dans les deux cas que j'ai pu vous citer, ce sont les tiges qui vont reprendre la relève des différentes feuilles. Les tiges sont aussi essentielles pour eux que les feuilles et vont réussir à faire la photosynthèse comme une feuille normale. C'est pourquoi ces différentes plantes ont aussi une physiologie très différente des plantes que l'on peut rencontrer dans d'autres contrées où les conditions sont beaucoup plus bénéfiques pour les plantes, notamment l'accès à l'eau. Et ces différents autres organes comme les tiges vont être aussi fonctionnels que des feuilles et vont réussir à faire une photosynthèse qui va permettre à la plante de survivre et de réussir à faire notamment sa floraison et prospérer ainsi dans un milieu très sec et aride. Mais existe-t-il dans nos contrées françaises différentes plantes ayant eu recours aux mêmes techniques que ces plantes arides, c'est-à-dire n'ayant aucune feuille? La réponse est oui. Si vous vous rendez directement en Bretagne, vous allez pouvoir comprendre que les différentes plantes que l'on peut y retrouver sont dans certains cas sans aucune feuille. Je pense notamment à deux plantes qu'on retrouve facilement en Bretagne, mais qui poussent sur toute la France, qui ne sont autres que l'ajon, le Ulex europaeus et le genêt d'Espagne, Spartium juncans. L'ajon est donc un arbuste épineux. On le reconnaît facilement car il va faire des floraisons jaunes absolument merveilleuses sous forme de papillons. C'est la famille directement des Fabacées et on va retrouver directement cette plante poussant évidemment dans les forêts ou près du littoral. L'ajon est une plante que l'on utilise très souvent pour faire des haies défensives car elle va avoir la caractéristique d'être une sorte de buisson épineux rempli évidemment de pointes acérées et qui sont tout simplement des transformations de feuilles. Lorsque l'on plante ce petit arbuste directement lorsqu'il est jeune, on voit des feuilles trilobées, notamment au niveau de la base, qui vont très vite tomber pour se transformer, comme dans le cas des cactus, en épines. Et c'est donc l'ensemble de ces épines qui vont faire la photosynthèse. Cet arbuste est extraordinaire car il fait aussi une floraison très parfumée, en forme de papillon, et les différentes floraisons vont être suivies ensuite par des gousses un peu velues et noires que l'on va retrouver un petit peu sur l'arbuste contenant évidemment les graines et qui va lui permettre de se disséminer à travers son milieu. On le retrouve un petit peu partout, du nord au sud, toute la côte atlantique évidemment, mais aussi une partie de l'Est. Mais il va aussi avoir d'autres espèces un peu plus petites comme par exemple l'ajon de Le Gall ou l'ajon de Provence. Donc vous comprenez que c'est une plante qui est très répandue. Il n'empêche que ces différentes graines sont aussi toxiques et qu'il faut faire très attention avec cette plante. Mais c'est surtout le feuillage, ou puis-je dire les épines, qui nous intéressent aujourd'hui, car c'est elles qui vont directement assurer la photosynthèse et permettre à cette plante de survivre. Le genêt d'Espagne, lui, ne va pas utiliser des épines pour se défendre, mais va avoir beaucoup plus ces énormes grandes tiges que l'on va directement assimiler évidemment à des rameaux et qui vont réussir à faire la photosynthèse. C'est une plante qui en effet va aussi avoir une floraison jaune très caractéristique, odorante. Elle est de la même famille botanique, les Fabacées, que son prédécesseur, c'est-à-dire l'ajon commun. Mais c'est aussi un arbuste qui pousse beaucoup plus haut, notamment 5 mètres de haut, et qui va être très ornemental, extrêmement employé dans les différents jardins pour tout simplement sa floraison assez exceptionnelle, qui attire là aussi
une myriade d'insectes et de papillons. Ces rameaux effilés, très souples, vont lui permettre là aussi de faire la photosynthèse. Et les jeunes feuilles existent tout de même sur cet arbuste, mais elles ne sont réduites qu'à 2 ou 3 mm de longueur. En effet, cet arbuste va produire des toutes petites feuilles qui vont être tout de suite inutiles face à la masse et à la superficie largement supérieure des différents rameaux sur l'ensemble de cet arbuste. Il est donc évident que ces feuilles ne vont pas avoir une durée de vie très longue et vont tomber très facilement. La nature ne supporte pas ce qui est inutile et les différentes feuilles totalement inutiles sont une perte d'énergie que la plante ne peut pas supporter. Donc plus ce genêt va grandir et plus il va se débarrasser de ces feuilles inutiles, lui aussi, mais cette fois-ci, elles ne seront transformées ni en épines ni en autre chose, elles vont tomber directement et permettre ainsi aux rameaux de faire la photosynthèse à leur place. Donc vous l'aurez compris, les différentes plantes vont réussir à se débarrasser de leurs feuilles très facilement, autant dans des milieux désertiques que de par chez nous, lorsque ces dernières sont totalement inutiles. Mais n'existe pas au niveau botanique différents autres organes qui pourraient tout à fait remplacer des feuilles. La réponse est encore oui. Le monde végétal est encore là pour nous émerveiller. Et j'ai derrière moi l'un de leurs représentants les plus connus qui n'est autre que le fragon petit hou, Ruscus aculeatus, qui a une particularité botanique très particulière. C'est une plante qui fait à peu près de 30 à 80 cm de haut et que l'on va directement reconnaître très facilement au niveau de ses différentes épines. Il est vrai que lorsque l'on se rapproche de cette plante, on va directement sentir les différentes pointes acérées qu'il y a au niveau de ce que l'on peut considérer comme des feuilles. Il pousse là aussi assez facilement sur l'ensemble de la France et cette plante notamment se reconnaît assez facilement parce qu'elle va réussir aussi à avoir des feuilles très coriaces. Les organes que l'on pense être des feuilles ne sont en fin de compte que des tiges aplaties, que l'on appelle des cladodes. Et donc ces différentes cladodes vont pouvoir s'épanouir sur une sorte de grande tige, un rameau, qui va comporter l'ensemble de ces différentes tiges aplaties et qui peuvent tout à fait aussi porter des fleurs en leur centre. Les différentes floraisons vont se faire donc au milieu de la cladode qui va porter ensuite, une fois fécondés, les différents fruits décoratifs qui lui permettent aussi de pouvoir se disséminer à travers son habitat. Donc n'attendez pas la chute des feuilles sur cet arbuste. Lorsque le rameau a fini sa vie, il va directement sécher en son centre. Et j'en veux pour preuve ce rameau que l'on a ici, totalement sec. C'est donc l'ensemble du rameau qui va sécher et non une feuille parmi tant d'autres. Et ce rameau est tout simplement un emboîtement de différentes tiges qui vont réussir à faire la photosynthèse. On a donc un organe modifié qui va réussir à remplacer facilement une feuille et de par la forme très profilée des différentes cladodes qui se terminent évidemment par des pointes, on va avoir un arbuste défensif qui va permettre en fin de compte aux différents herbivores de directement ne pas tenter l'expérience de venir les manger. C'est aussi un arbuste que l'on emploie assez facilement dans les jardins car il va y avoir des pieds mâles et des pieds femelles. Vous commencez à connaître un petit peu les différences entre les plantes dioïques, mais on va reconnaître notamment les différentes boules sphériques rouges qui vont pousser sur les pieds femelles, qui sont très décoratifs et que l'on emploie aussi évidemment pour son côté ornemental. Donc les parcs et les jardins ne vont pas se priver de cette petite plante d'à peu près 60 cm de haut qui peut tout à fait être employée dans des haies ou tout simplement en isolé pour pouvoir garnir des sous-bois. De par ce feuillage assez rigide et très original, l'ensemble des Ruscus sont assez acceptés dans les différents parcs et jardins où ces derniers sont installés. Le Ruscus racemosus, qui pousse facilement dans les différentes plates-bandes et en sous-bois, que l'on va nommer le laurier d'Alexandrie, et bien que ces fruits soient toxiques, ils n'en restent pas moins ornementaux et vont aussi être employés en tant que fruits décoratifs. On le retrouve facilement, notamment là au parc de la Tête d'Or à Lyon, dans les différents massifs, car ils vont réussir à faire des touffes assez denses qui ne sont composées que de cladodes. Et cette plante assez extraordinaire nous vient aussi directement d'Asie mineure et de Turquie où on a pu directement l'importer pour ainsi embellir les jardins et les parcs. Donc très souvent les plantes qui vont utiliser des cladodes vont aussi être utilisées notamment pour leur côté esthétique et graphique. Donc ne soyez plus étonnés de les retrouver facilement dans les parcs et jardins, ils sont là aussi pour leur côté esthétique, plus que pour leur côté biologique.
Les polycladodes viennent évidemment du grec ancien qui veut dire poly, plusieurs, et cladode, cladus, branche. Ce sont donc plusieurs branches qui vont être assimilées les unes aux autres. Et on va se rendre compte qu'il en existe beaucoup. L'un des meilleurs représentants n'est autre que le figuier de Barbarie. En effet, cette plante dont le nom latin est Opuntia, et pour prendre l'un des plus communs, le Ficus indica au niveau de l'espèce, et le figuier de Barbarie va produire différentes tiges aplaties, successives les unes aux autres, remplies là encore de différentes épines, qui ne sont autres, comme on a pu le voir au niveau des cactus, que des feuilles transformées. Le figuier de Barbarie va produire directement ces rameaux aplatis que l'on va appeler des raquettes et sur lesquels vont directement pousser les différentes fleurs de cet arbuste qui plus tard vont aussi produire des fruits que l'on peut aussi retrouver directement dans le commerce puisqu'ils sont comestibles. L'ensemble du cycle de reproduction, c'est-à-dire les fleurs puis les fruits, se font directement sur ces différents rameaux qui sont aplatis et transformés en raquettes. Toute la plante va donc développer ce système sans produire une seule feuille. Et le système des polyclades est assez performant pour un bon nombre de plantes. Et une plante que l'on trouve très souvent dans les jardineries en vente à Noël n'est autre que l'épiphyllum. Cette plante absolument merveilleuse qui vont nous faire une sorte de pluie de fleurs assez colorée n'est composée que de polyclades. On peut le voir facilement, ce sont des rameaux là aussi aplatis qui vont tout à fait prendre les rôles de la photosynthèse au niveau des feuilles, qui vont réussir à nous produire des fleurs très intéressantes et un design très graphique. Et même si les cladodes et les polyclades ressemblent évidemment énormément à des feuilles, ces derniers sont bien des organes totalement différents et sont évidemment beaucoup plus des tiges aplaties ou des tiges transformées que des feuilles en elles-mêmes. Et dans certains cas, ces plantes avec des polyclades vont même s'inviter dans nos assiettes. L'une des plantes les plus connues, notamment par cette particularité biologique de produire des rameaux aplatis successifs les uns par rapport aux autres, n'est autre que la fameuse asperge. Et oui, qui pourrait se douter que dans leur bocal ou directement dans les bottes vendues chez nos primeurs, nous avons en fin de compte l'exemple type de ce qu'est une plante qui fonctionne avec des polyclades et qui n'a évidemment aucune feuille. Elle va développer des successions de petits rameaux qui ne sont autres que des polyclades, évidemment, mais qui vont, là encore, produire et des fleurs et évidemment des fruits sphériques rouges. Ça nous rappelle aussi un petit peu le Ruscus aculeatus. Vous ne regarderez plus évidemment vos asperges de la même façon, en sachant que Asparagus officinalis est aussi une particularité biologique car elle ne produit là aussi aucune feuille. Vous n'êtes toujours pas convaincu ni par mes rameaux, ni par mes épines, ni par les cladodes et encore moins par les polyclades? Vous inquiétez pas, j'ai encore un dernier atout dans ma mémoire. On va directement voir une orchidée et les amateurs d'orchidées reconnaîtront facilement le Chiloschista. Les plus connus ne sont autres que Chiloschista usmoides et l'unifera. Elles ont cette particularité de produire une sorte de cascade de fleurs jaunes d'une beauté magnifique, évidemment très connue par les différents amateurs d'orchidées, comme j'ai pu vous le dire, qui essayent en tous les cas de les reproduire et ainsi de les conserver dans des serres, notamment quand on est en Europe, car cette orchidée très originale peut pousser des contreforts de l'Himalaya jusqu'à l'Indonésie, en passant évidemment par la Thaïlande, le Vietnam et le Laos. Cette plante a aussi une particularité botanique, c'est qu'elle ne possède évidemment pas de tige, on est sur une orchidée, donc elle pousse directement sur les arbres, mais c'est surtout les racines qui vont être chlorophylliennes et qui vont ainsi assurer la photosynthèse. Elle ne possède absolument aucun autre organe lui permettant de faire la photosynthèse autre que ses racines. J'espère ainsi que par cette vidéo vous avez pu vous rendre compte que le monde végétal peut tout à fait se permettre de ne pas utiliser notamment des feuilles pour son développement, qu'elle va réussir à les transformer ou à les adapter pour éviter de devenir des inconvénients, notamment dans les milieux arides. On peut tout à fait aussi en trouver dans nos jardins avec les différentes plantes, qu'elles soient exportées ou indigènes, c'est-à-dire poussant directement en France, et qui vont réussir à avoir une graphique et une architecture au niveau des différents rameaux, très esthétique et aussi employée en tant que telle. Donc ne partez pas sur un principe que toutes les plantes ont besoin de feuilles. On peut tout à fait en trouver qui les ont directement transformées ou tout simplement annihilées. J'espère évidemment que cette vidéo aura pu vous ouvrir les yeux sur la richesse et la diversité du monde végétal. N'hésitez pas évidemment à me retrouver sur les différents réseaux sociaux,
Facebook, Twitter et Instagram, mais aussi bien sûr sur mon forum où vous pourrez directement discuter avec moi des différents sujets que vous avez pu voir dans cette vidéo. Et si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas, je suis là pour directement commenter les différents posts que vous pourrez faire. À très bientôt et merci encore de votre fidélité.